Bonjour à tous et à toutes, nous voilà pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci je vais beaucoup parler, je vais vous faire moins de dessins parce que il y a un objectif derrière. C'est-à-dire que généralement pour que les gens comprennent le pourquoi des actions d'aujourd'hui, il faut revenir un tout petit peu en arrière et savoir ce qui s'est véritablement passé dans notre passé en tant qu'humanité. Partant de là, si vous n'avez pas une image claire des choses, il est évident que parler de crâne de cristal, d'être dans le cristallin en règle générale, va être difficile à comprendre, déjà dans un premier temps, et dans un deuxième temps, si vous avez eu des expériences très positives par rapport à tout ça, savoir pourquoi vous avez ces aptitudes, alors que apparemment rien ne vous y prêtait. Donc c'est ce qui m'est arrivé personnellement, puis aussi à Corinne, c'est-à-dire qu'il y a 3 ans, pour moi, une pierre, c'était aussi mort qu'une clé à molette, quoi. Et donc le problème, c'est que quand un certain monsieur Bleu m'a donné un crâne dans la main et m'a dit « tu reviens dans 1 heure et t'as causé avec », croyez-moi, j'ai fait du grand écart, là. J'ai fait vraiment du grand écart. Et c'est simple, j'ai laissé faire, j'ai suivi ma petite voie, et au bout de 40 minutes, je suis revenu, j'ai dit, ça y est, c'est fait. Donc je peux vous dire qu'il était un petit peu surpris, parce que les bouches à l'ébris, on l'est tous, mais il ne comprenait pas qu'en 40 minutes, je suis passé d'un mec qui regardait un caillou pour un caillou, et en plus en forme de crâne, je n'étais pas très chaud, on va dire, à cette idée, de revenir et dire, ça y est, oui, j'ai causé avec. Ça y a fait drôle, je vous avouerai, ça y a fait vachement drôle. Et puis, je ne veux pas dire qu'à moi, ça m'a fait drôle. Je me suis dit, tiens, ouais, je ne savais pas que je pouvais faire ça. Et donc, par la méditation qui a lieu donc là au dernier équinoxe, il y a un certain nombre de gens comme vous qui ont découvert qu'ils pouvaient porter un cristallin alors qu'ils n'avaient jamais rien fait. Alors, le plus fort, c'est qu'il y en a qui arrivent à porter un cristallin alors qu'ils n'avaient ni cristal, ni crâne, rien. Et ils ont quand même réussi. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Donc, comme vous le savez, on est quand même, grosso modo, des vieilles âmes ici. C'est-à-dire que nous sommes en France et je voudrais vous faire comprendre pourquoi la France, vous savez que c'est le chakra de l'humanité et que si le nouveau monde doit arriver, il va partir du cœur. Donc, dans notre hexagone, c'est là que les choses se passent. C'est là où va y avoir l'étincelle et qui va se propager à l'ensemble du cube de l'humanité. C'est pour ça que je vous ai parlé du cube de l'humanité. Et donc, pour bien saisir qu'est-ce qui s'est passé lors de cet équinoxe et de ce qui se passe en fait aux autres solstices et équinoxes, il faut avoir une image beaucoup plus large par rapport à l'histoire. Parce qu'en fait, aujourd'hui, nous faisons que boucler la boucle par rapport, on va voir, à l'Atlantide. Vous savez que l'Atlantide a chuté, entre guillemets, et je vais vous en détailler un tout petit peu plus, et en fait, nous sommes revenus, comme dirait l'autre, au point zéro, d'une certaine manière, et simplement avec une différence fondamentale. C'est-à-dire qu'avant, quand il y avait l'Atlantide, nous étions en 3D, 4D. 3D, 4D, mais surtout d'abord 3D, matière, et puis on avait fait un bon petit pas en 4D. Et donc forcément, quand tout ça, ça s'est cassé la figure, ça a été à cause du mental égo. On le verra comment c'est venu. Et donc ce qu'il y a, c'est qu'on repasse par la case départ, on va dire, à ce niveau-là. Et donc aujourd'hui, toutes les guerres qu'il y a à travers le monde sont dues en fait à... on revient à ce passage-là. Donc toutes les guerres qu'il y a eu du temps de l'Atlantide, et donc de la fin de l'Atlantide, vous allez comprendre pourquoi il y avait ces guerres, sont en train de se résoudre aujourd'hui karmiquement. Donc, il est évident que quand on parle des Atlantes, on voit d'abord les États-Unis. Vous savez, il y a l'océan Atlantique entre les deux. Et donc, ils sont vraiment en domination de l'humanité depuis un siècle. Quasiment depuis la Première Guerre mondiale, fin de la Première Guerre mondiale. Donc, ils ont véritablement dominé le monde comme les Atlantes. Et donc là, ils reçoivent maintenant, on va dire, un juste retour de bâton, c'est-à-dire que nous allons voir un deuxième, on va dire, une deuxième notion d'Atlante qui vont chuter. C'est aussi simple que ça. Alors, et bien sûr, parmi ces Atlantes, il y avait bien sûr une partie qui n'était pas d'accord avec la version très guerrière des Atlantes. Et donc, ces Atlantes qui ont, on va dire, fui lors du premier séisme, se sont implantés un petit peu partout dans le monde. Donc, il y avait, on va dire, des pays comme le Pays Basque, par exemple, il y avait aussi l'Égypte.
Et c'est pour cela qu'on a eu un monsieur qui s'appelait Champollion. Comment Champollion a été capable de décrire les hiéroglyphes égyptiens? Pourquoi? Parce qu'il l'avait été. Bon. Pourquoi les Égyptiens ont fabriqué on va dire des pyramides, etc. Parce qu'en fait, ils avaient déjà toute la science du cristal et de la géométrie. Et il se passe qu'il y a une relation, bien sûr, entre cette implantation, on va dire, égyptienne et la France, forcément. Puisque comme la France, c'est le cœur de l'humanité, le chakra du cœur de l'humanité, eh bien, forcément, nous sommes à la fin des temps, comme vous le savez. Et nous sommes, bien sûr, en l'an 4. Et vous allez voir que tous ces éléments mis bout à bout, vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce monde. Mais au préalable, il faut revenir un tout petit peu en arrière pour que vous ayez une idée. Pourquoi? Parce que une grande majorité, on va dire, des prêtres, on va dire égyptiens, mais qui en fait on va appeler les Atla-Ra. Ra, ça veut dire lumière, Atla pour Atlante, c'est-à-dire que c'était les prêtres qui géraient le système, le réseau cristallin à l'époque de 3DKT. Et donc c'est pour cela qu'ils avaient construit d'une manière absolument artificielle un truc où il y avait énergie libre totale. Ils ne connaissaient pas la bagnole avec les 4 roues, ça n'existait pas chez eux. Ils ne connaissaient pas, bien sûr, les moteurs à explosion, utiliser le pétrole. Ils étaient très proches de la nature. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une collaboration totale avec le côté cristallin. Donc, toute l'alimentation qu'il y avait du temps de l'Atlantide était une alimentation fournie par des esprits cristallins. Et donc, c'est vers cela que nous allons. C'est-à-dire que quand nous allons, quand Terre-Mère déclenchera, on va dire, la grille 5D, eh bien, l'alimentation sera, on n'aura plus besoin d'électricité, on n'aura plus besoin de pétrole, on n'aura plus besoin de tout ça. Ça sera une énergie propre, mais pas une énergie tirée du vide ou par des technologies XYZ, comme ce que développe M. Kesh en ce moment. Tout ça, ce sont des énergies intermédiaires de 4D. Mais dans la réalité, quand nous serons en 5D, nous allons tirer directement l'énergie par la collaboration avec un esprit cristallin au niveau galactique, voire extragalactique. Alors je sais que tout ça, ça peut vous paraître gros, mais laissez-moi vous raconter cette histoire afin que vous compreniez un petit peu que ce que nous faisons maintenant, ici, en France, n'est tout simplement que le redémarrage, on va dire, d'une Atlantide qui a foiré. Vous voyez, c'est simple. Mais bon, il faut avoir cette vision pour mieux comprendre. Voilà, donc là, ce que je vais vous parler, c'est que vous savez que quand nous sommes arrivés dans la galaxie, eh bien, nous sommes arrivés, on va dire, pas de d'autres galaxies, mais il y a des portes d'entrée dans cette galaxie. Et donc, vous pouvez avoir rentré par une constellation, ou par une autre, ou par une autre, ou par une autre. Bon, ça, c'est très bien de savoir par quel chemin vous êtes venu pour arriver jusqu'à Terre-Mère, c'est bien, mais bon, ça ne vous change pas la vie, sincèrement. D'accord, parce que je connais quand même des marcheurs qui disent « Ah oui, mais moi j'arrive de telle planète, je vais retourner, tout, ils n'ont rien compris au film. C'est pas parce que tu as dormi dans un hôtel il y a quelques millions d'années qu'il va falloir que tu y retournes en disant « Ça y est, c'est bon ». Non, c'est toi qui es l'ouvreur de chemin, c'est toi qui avance, c'est toi qui as décidé d'aller faire cette expérience sur Terre-Mère, donc on n'a rien à faire de dire « Ah oui, mais je vais retourner dans mon passé loin », on s'en fout. On s'en fout véritablement. Donc, partant de là, eh bien, il y a eu on va dire, certaines planètes qui ont eu, on va dire, des influences importantes au niveau de l'humanité. Donc, comme dirait l'autre, la façon de savoir, c'est que ça vous viendra de toute façon naturellement. Quand vous lirez qu'un truc vous rentre en résonance, vous saurez. Et donc, à fur et à mesure que vous allez monter en fréquence, vous allez vous reconnecter à vous-même. Or, vous savez que nous jouons dans notre partie physique, ici sur la Terre, est coincée en 3D, 4D, on est d'accord, mais nous avons d'autres parties de nous-mêmes qui vont jusqu'à la 24D. Donc, ce qui veut dire que ces autres parties de nous-mêmes vivent sur d'autres planètes, dans d'autres dimensions. Et donc, quand nous nous connectons à nous-mêmes, nous nous connectons bien sûr à toutes ces dimensions. Et c'est pour cela que le voyage, on va dire, sur la grille cristalline, non seulement de la Terre, mais de la galaxie entière, eh bien, elle nous est faisable. Et nous pouvons le faire. Simplement, il faut ouvrir un peu les volets, quoi. Une fois que vous avez ouvert les volets, c'est-à-dire que vous êtes reconnecté avec votre esprit cristallin, il peut vous embarquer sur toutes les listes d'adresses qu'il a. Et ils ont du monde. Donc, je dirais même que vous pouvez même aller faire de l'extra-galactique, aller sur d'autres galaxies.
Donc le réseau cristallin est infini et il occupe la totalité de la création. Donc il est évident que si vous dites oui mais moi avec mon petit caillou là, moi ça me suffit, je ne veux pas aller plus loin, ok d'accord. Et vous allez voir pourquoi ce petit caillou, lors de ce dernier équinoxe, a fait des effets. Parce que du temps de l'Atlantide, tout le monde avait un caillou. Et oui, tout le monde avait un caillou. Et vous allez comprendre à quoi il servait. Parce que tout était basé sur la technologie cristalline. Alors, déjà dans un premier temps, juste comme ça, parce que comme je dis, bon, je me connais un tout petit peu, enfin je me connais, je découvre. Hein, donc j'ai réussi à retracer un certain nombre de choses. Donc, je l'avais déjà écrit dans des délires, mais d'une certaine manière, des fois, c'est mieux de rassembler tout dans une petite vidéo. Ça va plus vite, surtout pour les nouveaux, quoi, parce que quand on leur dit, bah écoute, j'en ai parlé, mais il faut que tu lises les 9 saisons de blogging du chef, là, il plie du genou tout de suite. Hein. Donc, c'est normal. Donc, quelque part, eh bien, je vais vous faire un petit raccourci. Donc, a priori, je serais passé par Arcturus. Après, je suis passé aux Pléiades. Et vous savez que les Pléiades ont quelque chose de très particulier par rapport à l'humanité, car ils ont donné une chose dans notre ADN. Ils ont modifié notre ADN pour nous apporter cette capacité que n'ont pas, on va dire, d'autres races dans l'univers. Donc ils nous ont fait un cadeau effectivement divin, et j'ai fait, on va dire, j'ai écrit plusieurs articles à ce niveau-là, de quelle est la couche pléiadienne dans notre ADN, et c'est celle-là qui nous permet en fait d'être des créateurs incarnés. C'est-à-dire d'avoir la puissance dite divine. C'est-à-dire de faire que tout ce que l'on pense va pouvoir se réaliser. Et ça, c'est pas dû à tout le monde, parce qu'imaginez qu'un singe ait cette possibilité. Croyez-moi qu'il ne s'arrêtera pas juste aux branches et aux bananes. Donc, ça veut dire qu'il n'y a que certaines espèces ou certaines civilisations qui ont droit à ça. Donc les Pléiadiens sont venus faire une modification suffisamment importante dans notre ADN, hein, comme, donc on va dire que c'était positif, puisqu'ils nous ont donné le cadeau divin. Pourquoi? Parce que nous avions une mission sur cette planète très 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 importante. Et c'est vrai que pour beaucoup ça fait marrer. Mais dites-vous bien, c'est un petit peu à l'image de nos parents ou arrière-parents et ce que l'on est. Quand on a des enfants, on veut qu'ils soient toujours meilleurs que nous, qu'ils aillent plus loin, qu'ils comprennent mieux, qu'ils voient plus large et qu'ils soient plus éduqués. On veut toujours le mieux pour nos enfants. Mais quand on regarde aussi à l'envers, ça veut dire que nos parents avaient des manques. Qu'il y avait des choses qu'ils n'avaient pas pu résoudre et ils comptent sur nous pour le résoudre. Donc, en fait, nous, petits terriens, là, ou rentiens, je devrais dire, eh bien, on pense qu'on n'est rien du tout, un grain de sable, oh, peanuts, cacahuètes. En fait, on est la crème de la crème de la crème de la crème. Mais aussi, il y a un job. On attend quelque chose de nous. Et donc, forcément, quand on vous envoie dans l'enfer de l'enfer de l'enfer de l'enfer, on n'envoie pas des blebites. On envoie ceux qui sont les plus expérimentés. Et donc c'est pour ça qu'il faut se décomplexer par rapport à ça. Et donc, lors de ces derniers équinoxes, vous avez fait une méditation pour un certain nombre, et puis tout de suite ça vous a rebranché, clac, clac, vous avez dit, putain c'est génial. Mais je peux vous dire, c'est cacahuète par rapport à d'autres guidances. Hein, nous, ça fait déjà 3 ans qu'on dit ça, mais il y a des guidances que vous seriez à genoux tout de suite, quoi. Hein, vous oublieriez même votre religion et tout, parce que ça dépasse l'entendement. Pourquoi? Parce que vous avez déjà tout ça en vous. C'est ça le truc. Il faut simplement se donner la liberté de s'abandonner et de laisser venir. Et quand on le fait, eh bien généralement, on va reconnecter des morceaux. Donc, je disais, les Pléiadiens sont venus donc changer notre ADN. Et donc, bien sûr, ils ne pouvaient pas vivre notre vie. Donc, il fallait, au niveau de cette humanité, bien qu'ils aient modifié cet ADN, il fallait qu'il y ait des individus qui soient en contact direct avec ces Pléiadiens, afin de leur expliquer quel était le programme qu'ils avaient rajouté à cet ADN, et quelles étaient les possibilités, mais aussi d'en avoir la responsabilité. Parce que si je vous modifie votre ADN et je vous dis maintenant vous avez les yeux laser et vous pouvez brûler ce que vous voulez partout, si je ne vous donne pas les consignes et comment l'utiliser et le maîtriser pour en faire quelque chose de bien, c'est-à-dire une soudure quelque part plutôt que de foutre le feu à la botte de foin, il fallait, on va dire, des individus qui soient au contact avec ces Pléiadiens, au contact direct, pas d'intermédiaire. Pas je vais canaliser, non, direct, là,
le vis-à-vis. Et donc cette civilisation qui était en contact direct s'appelait simplement la Lémurie. Donc vous aviez, au niveau de la Lémurie, c'était à l'époque, il y avait des montagnes, avec des vallées. C'était la Lémurie. Et il y avait un endroit, tout en haut, loin de tout le monde, là où ça faisait frisquette, car dites-vous bien que plus vous montez en fréquence, plus vous êtes dans le frisquette. Hein. Et donc, pour des raisons aussi de pureté par rapport à l'atmosphère, tout, etc., ils étaient dans les hauteurs. Et donc, ces Pléiadiens étaient en contact direct avec ce qu'on appelle des Lémuriens. Alors, il y avait les Lémuriens prêtres, on va dire, c'est-à-dire ceux qui étaient en contact direct avec, et puis il y avait les Lémuriens normaux qui faisaient leur vie dans la vallée. Ok ? Et donc, il y avait quelque chose de très particulier par rapport à ça, c'est que ici, ceux-là avaient une espérance de vie, on va dire peut-être 1000 ans ou des choses comme ça. Mais ceux-là, ils vivaient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps. Parce que le temps de maîtriser cette nouvelle capacité que ces Pléiadiens leur avaient donnée, eh bien, il fallait du temps. Il y avait simplement une condition. Donc, ces Lémuriens prêtres, entre guillemets, généralement, on va dire, étaient incarnés pour 4000 à 5000 ans, en moyenne, mais une seule incarnation. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas revenir. En tant que Lémuriens prêtres. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y avait bien sûr la Lémurie et il y avait l'Atlantide. Donc, l'Atlantide, c'était une autre partie de l'humanité, sur un autre territoire, on va dire les Ricains, tout ça, c'était tout ça, eh bien, ces Atlantes étaient simplement une race qui est venue beaucoup plus tardivement que les Lémuriens. Les Lémuriens sont arrivés, on va dire, je vous donne grosso modo des dates, moins 100 000 ans, par rapport à maintenant. Il y a moins 100 000 ans, ils étaient là. Alors que les Atlantéens, c'est moins 25 000 ans, grosso modo. Pourquoi cette différence? Parce qu'il fallait déjà que ça intègre, on va dire, tout ça, et qu'ensuite, ces Atlantéens avaient quelque chose de particulier par rapport aux Lémuriens, c'est que les Lémuriens étaient de nature très féminine, c'est-à-dire ils ressentaient les choses. Ils étaient très proches de l'animal et étaient très instinctifs, et donc on poussait les notions de volupté, d'instinct, enfin tout ce que vous voulez, les sensations, très loin. Et le problème, c'est que ça n'allait pas dans le sens, on va dire, de l'évolution de l'humanité, dans le sens où il fallait qu'on devienne de plus en plus géométrique, c'est-à-dire se couper de la vibration, afin de découvrir c'est quoi la géométrie, et de se couper de notre vibration. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu une nouvelle vague d'Atlante, il y a 25 000 ans de ça. Donc ils étaient beaucoup plus martiens, on va dire, plus guerriers, plus... bon, ils y allaient quand même assez franco, quoi. Donc comme ils étaient très 3D, parce qu'en fait dans la réalité cela était quasiment en 4D, eh bien ils étaient très 3D. Et donc l'objectif, ça a été que ces prêtres lémuriens se réincarnent en Atlante, mais bien sûr avec tout l'acquis qu'ils avaient en tant que prêtres. C'est-à-dire la capacité de maîtriser toutes ces qualités de l'ADN, des programmes de l'ADN qui avaient été donnés par les Pléiadiens. Et donc, ces Lémuriens prêtres se sont donc réincarnés en Atlante, et on a appelé ça les Atlas, c'est-à-dire les Atlantes qui portaient la lumière. Très simple. D'accord? J'espère que vous suivez. Et donc, ces Atlas, eh bien, étaient bien sûr au service de l'humanité. Ils bossaient pour le cul de l'humanité. Donc, le fait d'être au service, eh bien, il rendait un service global à l'humanité et donc n'était en rien en connexion, on va dire, avec les politiciens, avec les nations, avec quoi que ce soit. Il donnait pour la totalité de l'humanité. Et donc, ils se sont retrouvés, ces Atlas, bien sûr, dans les parties atlantes, et bien sûr, comme c'est de la 3D, qui dit 3D dit technologie. Et quelle technologie a été développée? La technologie cristalline. Pourquoi? Parce que les Atlas connaissaient très très bien comment utiliser les esprits cristallins. Donc ils se sont dit, si aujourd'hui on fait des ordinateurs avec du silicium, ben, c'est bien une raison, c'est que c'est du cristal, je vous signale. Hein.
Si on ôte tous les processeurs faits en cristal, il n'y a plus rien qui fonctionne hein, sur cette Terre. Donc on est toujours dans une technologie cristalline. Simplement, on utilise de l'électricité. Dans la réalité, hein, et c'est pour ça qu'on appelle ça une technologie morte, entre guillemets. Dans la réalité, eh bien, quand vous travaillez avec l'entité qui est à l'intérieur du cristal, c'est une technologie vivante. Ça veut dire qu'il travaille dans les lois de l'un. Ça veut dire que si vous êtes à côté d'un ordinateur fabriqué, enfin qui bosse avec l'entité cristalline à l'intérieur du cristal, eh bien vous n'avez pas de mauvaise radiation, c'est impeccable. Vous êtes nickel chrome. Alors que nous, eh bien, comme on utilise l'électricité, ben, il y a de l'électromagnétisme, ça envoie des tas de messages qui sont complètement désordonnés par rapport à nos cellules, et on se flingue à côté des ordinateurs, à côté des téléphones portables, de tout ce que vous voulez. Nous avons une technologie de mort. Les Atlantes n'avaient pas ça, enfin je veux dire du temps de l'Atlantide, ben, ils avaient une technologie vivante. Et donc cette technologie était relativement assez simple, c'est-à-dire qu'au niveau de la planète, nous avons Internet, ils l'avaient aussi. Mais eux, ils étaient en plein respect, pas question d'aller creuser des tranchées pour passer des câbles et des trucs et avoir des satellites. Tout ça, c'était... non, ils étaient en parfaite harmonie avec la Terre. Et donc, ils ont créé ce qu'on appelle le firmament. C'est-à-dire que vous aviez la planète Terre, et autour, au niveau du ciel, autour, ils ont mis une eau spéciale, qui était simplement gelée, de la glace. Donc toujours un minéral, toujours de l'eau. Hein, considérez que je vous parle beaucoup de l'eau encodée, etc. Mais il faut vraiment comprendre que qui dit cristallin dit solide, mais aussi liquide. Donc la flotte. Et donc ce firmament était tout simplement une couche de glace d'une certaine épaisseur dans laquelle circulait toute l'information, donc tout l'Internet du pulp, de toute la population qui vivait sur la planète. Et donc, ils pouvaient, bien sûr, à certains endroits, dire, voilà, tiens, on a une info à diffuser, de faire un écran, et tout le monde levait la tête pour regarder. Alors, tous les systèmes de transport étaient, bien sûr, par rapport à ce firmament. Donc, quand on dit, ah ouais, alors, il y a des putains de blocs gros comme ça, qui font des centaines de tonnes, qui ont été déplacés en plein océan, on ne comprend pas comment, eh bien, dites-vous bien qu'il y avait, ici, à ce niveau-là, au niveau de ce firmament, il y avait une infrastructure qui était autour, qui permettait, entre guillemets, de déplacer n'importe quoi, entre guillemets, et particulièrement, bien sûr, des minéraux. Ben ouais. Et donc, il suffisait de demander, et à ce moment-là, les choses étaient faites. Et donc, c'est partant de là que qui gérait tout ce système mis à disposition de l'humanité entière étaient les Atlantes. Car ils maîtrisaient la parfaite communication avec les esprits cristallins. Et donc, ils étaient complètement neutres. C'est-à-dire qu'ils n'étaient ni pour une nation, ni pour un peuple, ni pour une tribu, ils n'en avaient rien à battre, ils étaient au-dessus de tout ça. C'était à côté. Et c'était gratuit. 100% gratuit. Et donc, chaque habitant sur cette planète avait un cristal dans lequel était encodé son nom, son matricule, enfin tout ce que vous voulez. Et donc, dès qu'il désirait quelque chose, il avait juste à demander à ce petit terminal qui est un cristal. Et donc, comme l'esprit cristallin qui était dedans se balade sur la grille cristalline, s'était envoyé dans le réseau, et les trucs étaient acceptés en fonction d'un certain nombre de choses. Bon, je n'ai pas les détails, mais grosso modo, c'était comme ça. Donc, ils avaient, on va dire, l'eau chaude, ils avaient tout gratos. Le transport, tout gratos. Vous comprenez? Donc, l'être humain, du temps des Atlantes, eh bien, s'est beaucoup élevé en termes de fréquence. Et donc, a bien sûr touché la 4D. Ils étaient avec une technologie de 4D. Et donc, ils étaient hauts en fréquence. Tout simplement. Donc, comme vous le savez, à une époque, les Atlantes ont commencé à rentrer en guerre avec les Lémuriens. Parce que les Lémuriens étaient très féminins, alors que les Atlantes étaient plutôt masculins. Donc le résultat, comme on était dans une expérience
qui pousse le masculin au maximum pour bien sûr diminuer le féminin au maximum, il était évident que les Atlantéens ont d'une certaine manière gagné, c'est-à-dire que les Lémuriens, ils n'ont pas eu beaucoup de choix. C'est que la grosse majorité des Lémuriens se sont réfugiés, on va dire, dans l'intraterre. Voilà, donc ça c'était la petite histoire, on va dire, de quelle est l'origine d'avoir un cristal avec ça. C'est con, hein. Et donc, tous les gens qui ont banalement dit tiens, je vais acheter une sélénite, un morceau de sélénite. Vous savez, ça paraît idiot, ouais, c'est juste une pierre, ouais, bouf. Non. C'est que si vous l'avez fait, c'est que quelque part en vous, vous avez encore la mémoire qu'avec ça, vous pouviez commander ce que vous vouliez. Ouais. Donc comprenez le truc d'où ça vient. Et donc c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui aujourd'hui, en ayant fait la méditation alors qu'ils n'ont aucun cristal, ont réussi à porter un cristal. Là, on est en plein Hollywood. En fait, enfin en plein rêve, en pleine illusion. Faux. Ça veut dire que grosso modo, les personnes qui ont réussi ça sont des atlaras qui s'ignorent. Tout simplement. Or, comme je vous disais, nous sommes aujourd'hui dans l'Hexagone. Nous sommes en France. Qui est, on va dire, le cœur, le chakra du cœur de l'humanité. Là où il y a l'étincelle où là tout démarre. Donc c'est là que ça se passe. Parce que si vous n'en êtes pas sûr, nous il y a 3 ans, il y a un monsieur bleu qui a débarqué. Mais pourquoi qu'il n'a pas été aux États-Unis? Pourquoi qu'il n'a pas été en Australie? Pourquoi il n'a pas été en Chine? Il aurait pu aller en Inde, ou en Afrique, en Russie. Pourquoi il s'est planté juste en France et il n'a pas été plus loin? Parce que c'est là que ça se passe. Donc imaginez aujourd'hui en termes d'incarnation, d'après vous, est-ce que tous les atlaras sont répartis uniformément partout sur la planète? Non. Il y a une forte concentration en France, et puis beaucoup moins à l'étranger. Et il y a une forte concentration en France. La problématique, c'est que comme nous sommes coupés de nous-mêmes, on ne peut pas le savoir. Jusqu'au jour où on donne un truc et on dit, bon, fais le truc. Cause. Comment? C'est con ou quoi? Ah, ça marche. D'après vous, ça vient de quelle vie? C'est que vous avez passé des vies entières à être au service. Et c'est pour ça que toutes les personnes qui ont vibré pour Terre-Mère, lors de ces derniers équinoxes, qui a vibré pour Terre-Mère, eh bien, il y a une raison. Parce que Terre-Mère, c'est le moteur de la Terre, 1D, 2D, minéral et végétal, on va dire l'eau. Donc, autant il y a des prédateurs sur cette planète qui n'en ont rien à battre de Terre-Mère, c'est parce qu'ils n'étaient pas Atlara. Un Atlara, mais c'est connecté. C'est connecté. Et donc, si vous faites maintenant la relation avec, par exemple, la guidance ou l'introspection de Guise concernant l'arbre, vous allez comprendre ce que ça veut dire. Parce que si vous commencez déjà à pouvoir vous connecter à un arbre 2D, c'est sûr que se connecter après un cristallin, ça ne va pas être un problème. Comprenez que tous les atlaras qui aujourd'hui voudront aider Terre-Mère, et d'une certaine manière ce qu'elle est en train de faire, eh ben, vont être obligés de savoir ce que c'est un champ cognitif et intuitif. Première méditation de Ise. Parce que tant que vous n'êtes pas capable de ressentir avec votre corps, ben, votre corps ne vous sert à rien. Enfin, si, vous buvez, mangez, faites vos courses, mais remettez la machine en route. Et c'est pour ça qu'ils se disent c'est la base de la base de la base. Et c'est normal. Parce qu'une fois que vous avez commencé à prendre conscience de votre champ cognitif et intuitif, eh bien petit à petit, vous allez pouvoir rebrancher les fils. Tac, 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 tac. Simple. En fait, vous avez sur la page des méditations et introspection et guidance de Ise et de Guise, vous avez une page. Vous avez tout bêtement à suivre
Et pas dire, ouais, je le fais une fois, puis après c'est bon. Non, à répéter, répéter, répéter. Et vous allez voir. Moi, je sais que quand Yves a fait la première fois sa méditation sur le champ cognitif et intuitif, bah, nous, on était les premiers, hein, on ne savait même pas ce que c'était. Eh ben, c'est pas apparu comme ça, là, d'un seul coup, ça y est, oh, je m'y connecte, c'est bon. Ben maintenant, il n'y a pas besoin d'une demi-heure ou de 3/4 d'heure, hein. C'est instantané. C'est juste un peu de pratique. Et donc, les personnes qui aujourd'hui veulent aider Terre-Mère, et d'une certaine manière, vous allez comprendre quel est l'objectif à court terme, en fait, très 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 court terme. Et c'est pour ça que j'aimerais vous expliquer pourquoi cet équinoxe est très 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 spécial, mais je pense que ça viendra dans une autre vidéo, la suivante je suppose, parce que sinon celle-là va durer beaucoup trop longtemps, mais vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé en vérité. Et nous sommes sur une feuille de route extraordinaire. Et c'est pour ça qu'il y a autant de gens d'abord sur Terre en ce moment, mais qu'il y a beaucoup d'autres entités qui ne sont pas, on va dire, des Ourantiennes d'origine, qui ont juste envie d'être là maintenant. Parce qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. Mais bien sûr, le commun des mortels, il voit que dalle, entre guillemets. Mais sachez qu'il y a beaucoup de gens qui vivent leur être-té sans même savoir ce que c'est. Et donc, généralement, on va plus les trouver dans les pays pauvres, en règle générale. Parce qu'ils n'ont pas le temps d'être paumés devant un ordinateur ou de passer 3 heures, parce qu'ils n'ont pas d'ordinateur, ou ils n'ont pas Internet, ou ils n'ont pas assez d'électricité, ou quoi que ce soit. Donc, généralement, ils sont beaucoup plus connectés. Donc, ceux-là, ils vont ascensionner. Ah ouais, mais c'est quoi le problème? Et pourquoi ils ne se sont pas pris la tête? Par contre, bien sûr, tous les gens qui se la vivent à l'Atlante, c'est-à-dire au monde occidental, au monde blanc, car dites-vous bien que les Ricains ne sont que l'extension de l'Europe. Tous ceux qui ont été peuplés, les Amériques, c'est quand même l'Europe. Hein. D'accord, hein? Donc, d'ailleurs, toutes les Amériques ont été quasiment envahies, colonisées par les Européens. Donc, ce que nous voyons aux États-Unis, enfin, on va dire aux Amériques en général, sont l'extension de la crasse qu'on a en nous. Parce que c'est vrai qu'en France, on va se dire, ouais, bon, allez, on va aller taper sur l'autre pour gagner 300 hectares. C'est-à-dire que c'était plus facile là-bas aux États-Unis ou au Canada ou ailleurs. Parce que là, c'était grand. Hein. Ah, bah, c'était grand, il y avait de la place. Hein. Bon, il y avait quelques mecs à plumes, mais bon, c'est tout. Hein. Donc c'était le nouveau monde, il y a 500 ans. D'accord? Donc, le truc qu'il faut comprendre, c'est que dans les Amériques, vous regardez l'Amérique du Nord, l'hémisphère Nord, très mental, très mécanique, beaucoup de technologie. Puis vous regardez l'Amérique du Sud, Marie. Hein. Jésus, c'est bien, mais c'est d'abord Marie. Hein. C'est-à-dire, ils sont dans la vibration. Et ils vivent au jour le jour, grosso modo. J'étais marié avec une Sud-Américaine, je peux vous dire que là-bas, ils vivent au jour le jour parce qu'ils ne savent pas s'ils vont vivre demain, parce qu'ils auront des sous pour pouvoir compter. Alors, ils sont en couleur, ils ont de la musique, ils en profitent parce qu'ils ne savent pas si demain, ils seront encore vivants. Ah, c'est une autre façon de voir le monde, hein, vraiment une autre façon de voir le monde. Donc, revenons à nos petits truc, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, il y a énormément, on va dire, d'Atlara qui sont en France, mais, comme dirait l'autre, ils s'ignorent. Bien. Alors, continuons un tout petit peu par rapport à cette Atlantide. Donc, je vous ai parlé du firmament, je vous ai parlé du cristal, hein, donc chacun met son cristal, comme vous avez une carte d'identité, mais imaginez que c'est un truc à puce et que vous avez droit à tout avec. C'était simplement un cristal direct. Il n'y avait pas de plastique, hein, puisqu'ils n'utilisaient pas de pétrole. Alors, ensuite, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Voilà, donc il y a eu, ça a commencé à bastonner entre les Atlantéens et les Lémuriens, et forcément, quand ça bastonne, il y a toujours ce qu'on appelle les efforts de guerre. Alors, la problématique, c'est que l'effort de guerre, c'est qu'il fallait développer des armes qui ne soient pas sous la responsabilité des Atlara, parce que les Atlara étaient dans les bois de l'eau. Et donc il était absolument impossible d'utiliser la technologie cristalline, ne serait-ce que pour tuer un humain. Impossible. Nada. Donc forcément, les politiciens de l'époque, ils se sont dit, bon, ils font chier ces Atlara, ils sont dans leur bunker à eux, ils gèrent tout, et on n'a aucun contrôle là-dessus. Et
surtout, ce qui font chier, c'est qu'ils sont dans les lois de l'un, et voilà. Et donc, le résultat, c'est qu'ils ont commencé à développer une technologie qui n'était pas, bien sûr, cristalline, et, entre autres, la bombe nucléaire, tout simplement. Et donc, ben voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que, à force de faire un peu trop les cons, comme on dit, hein, eh ben, ils ont fait claquer, on va dire, ils ont utilisé bombes nucléaires, et il y a eu, on va dire, une première secousse assez forte, qui a fait que les continents se sont disloqués. Alors là, ça l'a foutu mal, parce que le peuple Atlante, qui était à peu près, on va dire, d'un continent, ils sont passés à 5. Donc, ils ont eu des problèmes. Ben oui, ils avaient un problème. Parce que toute l'infrastructure, on va dire, cristalline, de base, était dans les Amériques. Et toutes les usines de fabrication étaient du côté de la Chine. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, ça se répète. Aujourd'hui, la Chine est l'usine du monde. Alors imaginez que ça soit séparé par des océans. Et qu'à l'époque, ils n'avaient pas les bateaux, puisqu'ils ne se déplaçaient pas en bateau. Ils ne se déplaçaient pas en voiture. Ils se déplaçaient avec toute la grille cristalline et tout ça. Donc, ils étaient emmerdés. Et donc, on va dire, les Atlantes du côté de la Chine disaient, ben oui, mais nous, maintenant, on n'a plus accès à ceci, ni à cela. On veut bien fabriquer des choses pour vous, mais en contrepartie, il faut nous donner quelque chose. Et donc, c'est là qu'il y a eu commencé à avoir, on va dire, du commerce et donc de la corruption. Forcément. Obligatoirement. Parce que chacun essayait de tirer la couverture à soi. Alors, l'autre chose, c'est que cette première bombe a quand même introduit, enfin quand je dis cette première bombe, c'est la première explosion, on va dire, qui a fait claquer les continents. En fait, normalement, d'après ma mémoire, il y en a eu deux. Deux bombes bien placées, et hein, voilà. Et le truc, c'est que les scientifiques vous disent, oui, il y avait la Pangée, c'est-à-dire le continent unique, et puis ça s'est séparé au fil des années, comme ça, tiens. Mais deux, c'est que ça s'est fait dans un temps record, qui a fait que ça a complètement plissé partout. Hein, quand vous regardez toutes les cordillères des Andes, enfin du bas jusqu'en haut, c'est que ça a poussé fort. Hein. Ça a poussé fort. Hein. Et ça ne s'est pas fait en 3000 ans. Hein. Ça a poussé très fort. Donc, ça a poussé. Bien. Donc, je ne vais pas aller dans les détails là-dessus, parce qu'il y a des bouquins entiers, faits par certains scientifiques, qui tiennent à peu près la route. C'est-à-dire que, grosso modo, quand je dis tiennent la route, ils démontrent complètement toutes les théories de la science actuelle. C'est-à-dire ils vont complètement à l'encontre des dogmes qui sont actuellement donnés dans la science officielle. Et donc, quand vous lisez ça, avec les preuves à l'appui et tout, vous dites, bon, ouais, on nous raconte vraiment des conneries. Alors, il y a eu donc cette première explosion. Et donc, suite à ça, les politiciens se sont dit, on a des emmerdes parce qu'effectivement, on a toujours les Atlara qui contrôlent tout ça. Et maintenant qu'on est séparés et tout, on a un problème parce qu'on commence à avoir des révolutions sur les bras. Pourquoi? Parce qu'à certains endroits, ils commencent à crever la dalle et ils n'étaient pas habitués. Donc, il commence à y avoir des guérillas, il commence à y avoir des gens qui ne sont pas contents. Avant, ils vivaient tous dans un monde merveilleux, ils montaient tous en vacances, mais là, d'un seul coup, ils n'ont plus rien à becter, donc ils ont un problème. Et donc, les politiciens ont demandé aux Atlara de dire, excusez-nous, mais là, on a besoin quand même que la paix règne un peu sur la planète, parce qu'on a des problèmes, on a quelques petits groupes à droite à gauche qui commencent à nous emmerder. Sérieusement, révolutionne, et voilà, il faudra les éteindre. Et là, les Atlara, ils ont dit, attends, pardon? Comment? Vous voulez qu'on utilise, parce que ici, vous aviez sur le firmament ce qu'on appelle des têtes laser. C'est-à-dire que vous aviez des têtes laser qui permettaient de lire, écrire, bien sûr, sur ce réseau Internet, mais aussi d'avoir des rayons laser, etc. Et ils ont donc demandé aux Atlara de dire, voilà, s'il vous plaît, là, il faudra éteindre un peu, parce que autrement, c'est un début de foyer, là, c'est comme le feu, tout le monde va prendre le feu. Et ils ont été extrêmement réticents, très réticents. Et puis quand même, ils ont dit, bon, ok, on fait un essai ou deux, parce que la pression devait être très forte, ils ont fait un essai ou deux, puis après, ils sont repris, ils ont dit, non, on n'a pas le droit de faire ça, on est dans les lois de l'un. Suite à ça, les militaires et les politiciens ont eu un problème, parce que les Atlara ne voulaient plus du tout obéir aux séances de tir, de dire, voilà, vous allez faire le ménage là-bas ou le ménage, nada. Donc, ils ont eu un problème. Et ils se sont dit, on va régler le problème. Donc, il a fallu, entre guillemets, qu'ils
qu'ils arrivent à choper. Alors chez les Atlara, il y avait une hiérarchie, vous savez, c'est un peu comme à EDF, quoi. Vous avez le grand chef, puis après vous avez le bureau d'études, les ingénieurs, puis après vous avez les techniciens, etc. Mais tout était, il y avait une hiérarchie, on va dire, par rapport au service. Et bien sûr par rapport à la maîtrise des individus. Donc le truc, c'est que dans cette hiérarchie, alors il y avait donc, on va dire, plusieurs hiérarchies, il y avait plusieurs niveaux, normal, parce que on dit, là en haut il n'y en a pas beaucoup, mais là il y en a beaucoup parce qu'il fallait être quand même sur le terrain pour que tout fonctionne. Et le truc, c'est que les politiciens ont, aidés des militaires, ont réussi à infiltrer le système. C'est-à-dire, en fait, grosso modo, c'était simple, ils ont réussi, en fait, à corrompre, on va dire, quelques atlas qui ont essayé de profiter de la situation, on va dire, de dire, voilà, chez les politiciens, j'ai les trucs et on m'offre tout ça. Je vais voir. Et donc, le truc, c'est que, si je reprends un peu l'idée, c'est un peu l'idée du bunker du temps d'Hitler. C'est-à-dire que si Hitler était dans le bunker, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui ait toutes les autorisations pour rentrer dans le bunker pour faire exploser la bombe. Parce que sinon, c'était impossible de franchir. Donc, ils ont réussi. Ils ont réussi. Et donc, dans cette hiérarchie, ici, tout en haut, eh bien, il y avait effectivement, si je représente un peu plus gros, on va dire, vous aviez, on va dire, une personne, forcément, ça se réduit à arriver à un moment, et puis vous aviez des personnes importantes ici. Vous aviez, par exemple, l'ingénieur en chef de tout le réseau, de la planète. Alors que ici, certains Atlara ici étaient plutôt sur un réseau local. Enfin, vous comprenez qu'il y a une hiérarchie, forcément. Et donc, le truc, c'est que dans ce parterre, on va dire, qu'il y avait tout en haut, qui tenait vraiment les rênes de l'ensemble, eh bien, ils ont commencé à dire, voilà, vous faites les choses qu'on vous demande, sinon on vous tue. Alors, comme dirait l'autre, il y en a qui sont restreints vraiment leur bonne. Ils disent, attends, moi les lois de l'un, je les suis 100%, et j'ai pas envie de faire une tâche dans mon CV, comme on dit, donc, ok, je préfère la mort que de tuer. Et donc, comme dirait l'autre, ils ont nettoyé quelques-uns, en se disant, voilà, peut-être que les autres, là, ils vont pouvoir nous aider, parce que bon, c'est sûr que quand vous commencez à prendre des exemples, on dit, bon, on commence à couper les têtes, il y en a qui vont avoir les chocottes. Et donc, il y a donc un certain nombre d'Atlara qui ont tourné leur veste, mais tourné leur veste sous la contrainte. C'est pas qu'ils voulaient, comment dirait l'autre, tourner leur veste, c'est qu'ils n'ont pas eu le choix. C'est soit la vie ou soit tu tournes ta veste. Alors, parmi les Atlara qui ont tourné leur veste, on va trouver deux cas. On va trouver ceux qui ont tourné leur veste d'une manière absolument consciente, et c'est-à-dire parce que je veux avoir des avantages à côté, c'est-à-dire c'est vraiment un corrompu. Par contre, il y avait des tas d'autres qui, ils ont fait que suivre la chose. Alors imaginez que quand ici, ces individus-là sont dit, bon, ok, on obéit, forcément, tous les autres qu'il y a en dessous, ils ont l'habitude d'obéir. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, je vous dis ça, pourquoi ? Parce que j'ai eu dans les commentaires, ou voire en email, des personnes qui m'ont dit, moi, alors un cristallin, le casque, tout, impeccable, ça marche impeccable, mais dès que je veux prendre un crâne de cristal, nada, c'est coupé, je peux plus. Vous savez pourquoi maintenant. C'est-à-dire que le traumatisme d'utiliser un esprit cristallin pour lui demander de faire des choses qui sont contraires aux lois de l'un, ça fait un blocage. Et donc je le dis ouvertement aux personnes, vous pouvez être un Atlara, avoir toutes les capacités, mais dès que vous parlez crâne, il y a quelque chose qui se rigidifie quelque part et vous avez les jetons d'enfer. Bon, donc c'est un problème à régler, entre guillemets, à un autre niveau, hein. Mais n'empêche, ça ne vous empêche pas que vous étiez un Atlara, c'est-à-dire avec les capacités de pouvoir communiquer avec des cristals. Non, mais je le dis parce que j'ai eu quand même un certain nombre d'emails par rapport à tout ça. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde s'est mis à obéir. Bien.
Le seul truc, vraiment le seul truc, c'est qu'il y avait, bien sûr, comme dans tout système, des réserves, des réservoirs. Vous savez, c'est comme le pétrole. Vous avez des grosses bonbonnes où vous avez de l'essence, enfin, du fioul, tout ça. Il y a toujours des réserves. Donc, il y avait au niveau du firmament, de la grille cristalline, il y avait des stocks. Alors, vous savez, des batteries, quoi. Hein, si je représente comme ça, plus ou moins, il y avait des batteries. Et ce qu'il y a, c'est qu'au fil du temps, les batteries diminuaient en charge. Et là, les officiels, ils sont pointés, ils se sont dit, les cocos, là, pourquoi les batteries descendent, là? Et c'est là que ils remontent jusqu'en haut, et puis ils disent à ceux-là, mais pourquoi ça se vide? Ben, ils se disent, ceux qui les remplissaient, vous leur avez coupé la tête. Ceux qui avaient la capacité, ceux qui étaient en relation avec les esprits cristallins d'un niveau très 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 supérieur, vous leur avez coupé la tête. Donc, résultat concret, vous imaginez ce qui s'est passé ensuite. C'est-à-dire que là, vous aviez affaire à, on va dire, un pays, enfin, avec des îles, hein, on va dire un continent avec plusieurs continents, avec certains des batteries, d'autres peut-être des petites batteries, et ils se sont dit, on a un problème, c'est comme le pétrole aujourd'hui. Eh merde, les gars, on est limité là. Comment qu'on fait? Parce que quand les batteries vont être vides, toute la technologie qu'on a, elle ne marche plus. Ah! Et donc, grosso modo, qu'est-ce qui s'est passé? Ça ne s'appelle pas la guerre du Golfe. Chez nous, là, en ce moment, c'est le pétrole. À cette époque-là, c'était d'avoir l'énergie cristalline. Vous voyez les similitudes? C'est la même chose. Nous avons la même problématique, mais pas forcément avec la même chose. Là, c'est le pétrole, on utilise tout de suite, on va dire, des choses de terre-mer, alors que le cristallin, c'est autre chose, puisque, on va dire, un cristallin, ça ne consomme pas. Enfin, c'est vrai, il faut à la fois, puisqu'il faut les mettre au soleil, il faut quand même faire un certain nombre de choses, mais globalement, c'est quand même beaucoup plus propre. Ça ne fait pas de déchets, un cristallin. Donc là, ça s'est battu encore beaucoup plus fort, et ça a duré donc un certain temps, jusqu'au jour où il y a eu, en fait, on va dire, un deuxième séisme, qui a fait que, vous saviez, au niveau de la planète, nous avions, si je représente la planète comme ça, nous avions, comme dirait l'autre, pour créer la grille, il y avait à espace régulier, sur certaines latitudes, il y avait, comme dirait l'autre, des pylônes, enfin, des équivalents pylônes, si vous voulez, qui faisaient qu'il y avait, à ce moment-là, une géométrie qui permettait de maintenir le réseau cristallin en place, enfin, tout le firmament. Il y avait tout un réseau. Le problème, c'est qu'avant, c'était sur un seul continent, et ça s'est séparé. Et résultat, vous avez quelques pylônes qui sont tombés. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le firmament, il s'est craquelé, puisqu'il n'était plus en résonance interférence correcte. Il s'est commencé à se craqueler. Et c'est là que nos fameux Gaulois, ils avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. C'est-à-dire qu'effectivement, tous les morceaux de glace qu'il y avait de gelée, ce qui était... Imaginez, la Terre, c'est grand quand même. Imaginez la quantité de mètres cubes, de kilomètres cubes de flotte gelée. Eh bien, tout ça, c'est tombé plus bas. Résultat, vous aviez la Lémurie avec les vallées, et bien l'eau a monté. Alors maintenant, ça s'appelle Hawaï. Ça s'appelle Hawaï. Et comme je dis souvent à la demoiselle, ils ne sont pas passés d'une île à une autre avec, à la force du bras, on va ramer sur des pagodes en paille. C'est des conneries, ça. C'est parce qu'à fur et à mesure que l'eau est montée, les gens, ils ont monté. Et c'est pour ça que quand un fameux Thomas Cook qui a franchi, on va dire, l'Amérique du Sud pour aller dans le Pacifique,
il s'est forcément tapé, on va dire, quelques îles polynésiennes, et là, il a trouvé un mec local qui connaissait toutes les îles du Pacifique, de tête. Et ils n'avaient pas les GPS et tout le bordel, les satellites, hein. Et mon Thomas Cook, il avait juste à suivre les consignes du mec, parce qu'en regardant les étoiles, il dit tu vas là-bas, tu vas trouver telle île. Là-bas, ils avaient telle île. Pourquoi? Parce que il y avait des gars qui avaient tout simplement le plan de toute la Lémurie en tête, ils le connaissaient par cœur. Et même si l'eau avait monté, ils savaient exactement où se situait tout. Ouais. Donc, tout cela pour vous faire comprendre que toute la technologie qui était absolument artificielle, cristalline, mais artificielle, créée par les Atlantes, eh bien, s'est cassé la gueule. Forcément, ça a fait quoi? Eh bien, on est retombé à l'âge de la préhistoire. Alors, quand toute la flotte est tombée, on a appelé ça le déluge. Ça fait pas si longtemps que ça, le déluge. Et donc, déluge, ça nettoie. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, il y a eu, comme dirait l'autre, il y a eu bien sûr des survivants, et ces survivants, en fait, une majorité, c'est pour ça qu'il y avait une certaine arche de Noé, mais une arche, un vaisseau, et un vaisseau, à cette époque, c'était plutôt une fusée qu'un bateau. Hein. Parce que faut vraiment être con-con, la praline, comme on dit, pour croire que dans un seul bateau, on ait mis une vache, un bœuf. Un mammouth, un femelle avec un mammouth mâle. Parce que imaginez qu'aujourd'hui, non mais attends, il faut vraiment être con quand même pour être à ce stade, imaginez que si vraiment toutes les vaches d'aujourd'hui avaient eu le seul et même ancêtre, ils auraient tous un problème chromosomique. Hein. Donc mais c'est de la dope totale. Mais la science officielle, c'est ça. Enfin, on va dire c'est ça. Donc, quand j'ai la science, la religion, mais bon, c'est une autre science, hein, c'est la même chose. Le truc, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, c'était un vaisseau spatial dans lequel il y a eu des prélèvements chromosomiques, hein, tout simplement, on avait prélevé les cellules sur toutes les bestiaux qu'on pouvait, et tout a été conservé, tout simplement. Et ensuite, eh bien, quand, on va dire, le vaisseau, c'est-à-dire la fusée, est revenue un peu en bas, ils ont dit, tiens, on va envoyer une colombe, on va voir si c'est encore radioactif, et s'il y a encore du vivant. Et quand la colombe est revenue, ils se dit, ah bah tiens, dis donc, elle n'est pas morte. Ah bah tiens, donc ça veut dire qu'on peut ouvrir le hublot pour voir ce qui se passe. Surtout quand elle a ramené un rameau d'olivier. Ça veut dire quoi? Ben, il y avait de la verdure. Ça veut dire que la nature avait repris ses droits. C'est aussi con que ça. Donc, le truc, c'est que nous sommes donc revenus sur la planète, on a été réimplantés, entre guillemets, aussi avec l'aide, bien sûr, des galactiques, hein, on a été réimplantés. Mais comme c'était nous qui devions faire l'expérience sur cette planète, les galactiques nous ont aidés. Et c'est pour ça qu'on retrouve quelques traces de civilisations galactiques qui nous ont donné un coup de main à travers la planète, et que c'est les mêmes technologies, les mêmes trucs, les mêmes machins. C'est normal, ils étaient là pour nous donner un coup de main pour qu'on reparte. On est d'accord. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu quand même quelques glaciations, il y a eu quelques baisses de température, vous savez, il y en a eu 3 ou 4, et donc il fallait quand même faire avec. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y avait toujours ces fameux Atlaras. Parce que forcément, les Atlaras, ils avaient des capacités que les autres n'avaient pas. Et donc, quand Noé a dit, bon, on fait un truc là, parce qu'il faut sauver là, parce que personne n'y croit, mais là, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Et les Atlaras ont bien compris, ils savaient. Donc, ils ont fait. Et donc, parmi Noé et tous les autres, il devait y avoir un paquet parce que c'était, on va dire, des scientifiques un peu plus élevés que, on va dire, que ceux qui fabriquaient la bombe nucléaire. On est d'accord. Et ce qui s'est passé, c'est que quand ils se sont retrouvés en bas, ils avaient un problème. C'est que le firmament était plus là. Et ils disent, maintenant, si on prend un caillou, c'est bien, mais on a quand même un problème. Sauf que, qui dit caillou, dit esprit cristallin. Qui dit 2D, dit végétal. Qui dit 2D, dit forcément des êtres de la nature. Qui dit être de la nature et terre-mère, dit réseau. Hartmann, machin, truc, voilà. Ok. Et donc, simple.
Eh ben, les rescapés Atlara qui ont été réimplantés sur la planète, eh bien, on fait avec les moyens du bord. Et ils se sont dit comment on va pouvoir faire un voyage dans la galaxie. Parce qu'on aimerait quand même aller retourner de temps en temps chez les copains pour discuter avec, on dit là on a un problème, comment qu'on fait? Aïe. Alors c'est simple. Là où il y avait des problèmes par rapport à la Terre ou au réseau, eh ben c'est simple. Mais ils savaient. Ils disaient le réseau il passe comme ça. Voilà, ou ici, enfin il y a un schmoll. Eh ben on va mettre un menhir. On va planter un cristallin qui va canaliser l'énergie du réseau et qui va corriger l'anomalie. Ça s'appelle faire de la couture. On rapièce. Non mais c'est con là, c'est vrai, je vous donne une version de l'histoire, c'est pas écrit dans les bouquins officiels. Et donc, un menhir, c'est simplement une pierre debout. Voilà. Puis ils se sont dit, ouais, mais maintenant qu'on a réparé le réseau, à certains endroits, corriger quelques failles, parce que bien sûr, la connerie des Atlantes, quand tout ça, ça a cassé, c'est que ça a quand même changé un certain nombre de choses. Donc il fallait bien corriger les problèmes de failles cosmo-telluriques. Donc ils ont corrigé avec des menhirs. Alors, bien sûr, des menhirs, vous allez trouver ça où? Ben, là où il y a des cailloux. Où il y a beaucoup de cailloux, où c'est très 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 cristallin. Comprenez le truc? Donc, ils ont mis les menhirs. Ils ont dit maintenant, bah oui, c'est bien, mais comment qu'on va aller voyager? Comment on va pouvoir retourner sur la grille? Ah bah, c'est simple. Là, vous avez probablement, alors là c'était pour les trucs, mais vous avez souvent ce qu'on appelle, à un endroit, vous avez des vortex, ce qu'on appelle. Vous avez des vortex. Et les vortex se trouvent bien sûr, généralement, à la jonction de grilles. Or, on sait que généralement, là où il y a des jonctions de grilles, là où il y a un vortex, vous avez des portails. Des portails dimensionnels, ou interdimensionnels, ou des vortails, enfin j'ai appelé ça à une époque. En effet, quand vous avez un portail qui est ouvert, enfin je veux dire, bon, je vais le représenter comme une porte, eh ben, vous avez deux styles de portes. Vous avez la porte où vous avez, qui va vous faire voyager dans la même dimension, et sur toute la planète, où vous avez des portes qui vous permettent de pouvoir grimper à des dimensions supérieures. Ok? Donc, des portails dimensionnels, il y en a partout. Enfin, il y a à certains endroits. Et donc, grosso modo, avec Corinne, on s'est quand même baladé pas mal. Quand on a fait l'opération Petit Poussé, on a fait pas mal de petites missions aussi à droite à gauche dont on n'a jamais parlé, mais on sait où il y a des portails dimensionnels qui sont énormes. On sait, etc. Eh bien, dites-vous bien, est-ce que vous croyez que c'est en plaine, là où c'est plat, vous savez, non, ça va être où? En montagne. Parce que dans les montagnes, il y a des vallées. Vous avez des pics. Donc, grosso modo, vous avez des super vortex, et au milieu, vous avez un gros machin, des portails interdimensionnels pour des vaisseaux, on va dire, de la Confédération Galactique qui peut faire plusieurs kilomètres, quoi. Vous avez des trucs énormes. Donc, il se dit, voilà, on trouve un vortex, où il y a un portail, si possible. Mais, on a un problème. C'est que le vortex, il est tenu par un être de la nature. Le gardien du vortex, c'est un être de la nature. Donc, vous ne pourrez pas utiliser l'énergie du vortex si vous n'avez pas l'accord du gardien du vortex. Donc, ça veut dire que si vous n'êtes pas capable de discuter avec un être de la nature, adieu les voyages dimensionnels ailleurs, physiques, on va dire. Vous êtes bien embêtés quand même. Et puis, la deuxième chose, c'est que, comme dirait l'autre, il fallait, comment dire, concentrer cette énergie de telle manière pour en avoir suffisamment, comme une fusée, pour pouvoir y aller. Alors, le truc, c'est qu'on construisait ce qu'on appelle un dolmen. Donc, un dolmen, c'est quoi? C'est un ensemble de pierres avec un toit. Voilà. Et il y avait une épaisseur, on va dire. Voilà. Et ça, c'était quoi? Eh bien, c'était ce qu'on appelle des condensateurs.
C'est-à-dire vous aviez un vortex forcément qui était en plein milieu. Hein. Vous aviez un vortex au milieu, et ici, les pierres emmagasinaient l'énergie du vortex de telle manière que l'individu qui s'allongeait dessous, le ou les, parce que des fois il y avait des voyages couplés, on va dire, pouvait, à ce moment-là, emprunter le réseau, aller voir et revenir. Voilà. Alors, vous imaginez bien qu'il fallait un Atlara à côté de l'EDLN, parce que l'Atlara, c'est tout simplement un humanoïde comme celui-là, donc il fallait qu'ils causent le même langage tous les deux, parce que généralement ça c'était un autre Atlara. Donc lui, comme dirait l'autre, dans la fusée, prêt à partir, lui, il était au centre de contrôle, et il était forcément en connexion avec l'être de la nature. Donc, grosso modo, ici, cet Atlara a pris un autre nom au fil de l'histoire. On a appelé ça un droïde. C'est juste le nom qui change. Mais c'était la même fonction. Donc, les droïdes sont très forts concernant les menhirs et les dolmens, mais ils sont aussi très forts avec les arbres, comme par hasard. Et pour cause. D'accord? Monde végétal, 2D. Donc, quand quelqu'un est un droïde, forcément 2D, 1D, 2D, c'est son domaine. Donc, faisant cela, eh bien, cet individu-là pouvait, on va dire éthériquement, se balader pour aller marcher sur une autre planète, serrer la pogne à un autre copain qui habitait peut-être à 5 années-lumière d'ici ou à 25 années-lumière de là. Hein, d'accord, hein, c'était pas des attends, je m'en vais comme ça, là, un petit voyage astral. Ça, c'est de la daube. Quand je dis de la daube, un voyage astral, ça s'arrête au niveau de la planète. Quand vous faites un voyage astral, vous vous êtes coincé, parce que le voyage astral dit le corps émotionnel, vous êtes coincé sur la planète Terre. Car l'émotion, vous savez, que c'est l'eau, et c'est aussi géré par la Lune. Ce qui veut dire que l'astral ne dépasse jamais le niveau de la Lune. D'ailleurs, comme votre âme. D'accord? Donc, grosso modo, quand quelqu'un dit « Ouais, moi je fais du voyage astral », c'est bien. Il se balade, là. Il ne va pas sur le Soleil. Il ne va pas sur Jupiter, sur Saturne. Puis il ne va pas sur les Pléiades ou à Sirius. Il ne va pas. Donc, on ne parle pas de la même chose, là. Là, on parle que la partie cristalline de cet individu, son esprit cristallin, et il se barre. Il y va. Et donc forcément, comme il est dans les autres dimensions, il n'a pas de corps de matière. Parce que quand vous dites, tiens, bonjour Métatron, comment tu vas? Métatron, vous pouvez serrer la pogne, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'est pas fait avec de la matière. Hein. Et ouais. Donc, cette partie-là de l'individu pouvait, à ce moment-là, grâce à l'énergie du vortex, à l'énergie des condensateurs, pouvait partir, prendre un portail et aller se déplacer. Alors, forcément, si vous preniez un portail ici qui était dans la même dimension, vous alliez faire un petit tour sur la planète ailleurs pour aller voir un copain qui habite sur l'autre continent. C'est pas un problème. D'accord ? Mais le truc, c'est que si vous prenez celui-là qui vous emmène dans d'autres dimensions, vous dites, bon, chez nous, c'est bien bas là-bas, tu sais, il fait frisquette, moi j'ai de la peau de mammouth et j'ai la hache, bon, c'est bien, mais c'est quand même pas classe, quoi. Alors, il y en a qui disent, bon, je vais pas revenir. Et donc, ne revenant pas, l'individu ici, forcément, il claque, arrive à un moment. Parce que quand vous êtes allongé, puis que vous êtes, vous savez, arrive à un moment, si vous ne croûtez pas, au bout d'un certain temps, vous allez devenir mort, vous allez vous décomposer, etc. Et là, c'est là qu'intervient la grande science officielle qui dit « Nous avons trouvé des squelettes sous les dolmens, donc c'était un cimetière, et réservé forcément au chef de la tribu, parce que si c'était le Pékin moyen, non, ça ne jouerait pas. Donc, on vous fait croire que les dolmens sont faits pour les chefs qui ont été enterrés, ce truc-là. Bon, ça, c'est l'interprétation officielle. Pourquoi? Parce qu'ils sont infoutus de comprendre que c'était, en fait, des systèmes. Pourquoi? Parce qu'ils sont d'abord infoutus de savoir c'est quoi un vortex et de pouvoir le détecter.
Parce qu'un bon scientifique, vous me le présentez, ben généralement, tu dis, tiens, dis-moi où il y a un vortex là, à 360 degrés, à combien il va te regarder, il va dire, de quoi tu me causes là? Un atlara, instinctivement, va vous dire où il y en a un. Tu vas dire, bon, où il y en a un où? Hop, hop, paf, ici, ok, c'est bon. Voilà. C'est con. Pourquoi? Parce qu'il a appris ça dans ses vies antérieures. Donc c'est toujours en lui. S'il bloque pas le truc avec un verrou, tout le bordel, etc., c'est. Moi, quand j'ai connu, on va dire, Monsieur Bleu, dans les premiers temps, et surtout la première réunion qu'il y a eu, première cérémonie, on nous a dit, bon, il faut activer le vortex. On m'a dit, c'est bon, on fait comment? Moi et Corinne, on s'y est mis, on a fait, c'est quoi le problème? D'où ça sortait cette affaire? On n'en avait foutrement aucune idée, mais on savait. Donc on a trouvé des petits, des moyens, puis des très gros et des très 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 gros. Et quand vous voulez mettre un très 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 gros en marche, le lancer, c'est pas une évidence. Et c'est pour ça que des fois je souris quand les gens disent, oui, moi j'active un vortex. D'accord. On voit qu'ils peuvent faire des choses, il n'y a pas de problème, mais on ne parle pas dans la même catégorie là. Hein? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un certain nombre de gens ici, sur cette terre, et particulièrement en France, ont déjà toutes ces capacités. Or, comment voulez-vous les découvrir si vous n'essayez pas? Ah ouais? Alors, donc maintenant, je reviens un tout petit peu à mon truc. Là, j'ai pris quelques notes sur le côté parce que bon, je ne voulais pas oublier. Voilà. Donc ici, maintenant, ce qu'il faut comprendre par rapport à tout ça, c'est que nous sommes tombés très 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 bas, mais il y a des milliers d'individus qui sont capables de se connecter. Parce que dites-vous bien qu'il n'y avait pas 100 Atlara 1, il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Simplement, aujourd'hui, il y a une différence fondamentale par rapport au temps de l'Atlantide, c'est que du temps de l'Atlantide, il y avait, on va dire, une expérience à vivre qui était celle de l'involution. Aujourd'hui, cette expérience est terminée. 21-12-2012, terminée. Donc, l'expérience est finie. Donc, on passe à autre chose. Et c'est donc là qu'il va y avoir, on va dire, quelque chose d'important. Et donc, quand, on va dire, ce fameux Monsieur Bleu a débarqué il y a 3 ans, on était en l'an 1. En l'an 1. Il y a eu le 21-12-2012 et il est apparu en janvier 2013. Sa mission consistait, y a-t-il encore des Atlara qui peuvent, si on les met un peu la main à la pâte, réaliser qu'ils savent faire des choses? C'était sa mission. On a pour cela employé un militaire qu'on a formé en tant que maître cristallin. En fait, bon, c'est pour les besoins de la mission, mais ce n'est pas un véritable maître cristallin. C'est quelqu'un qui a des bonnes notions. Parce que c'est normal, il fallait qu'il trouve des Atlara. Donc comment voulez-vous trouver des gens qui savent ce qu'est le cristallin si vous, en tant que bidos, vous ne comprenez rien au cristallin? Donc il fallait un minima. Et donc ce Monsieur Bleu a passé 1 an, on va dire, sur le vaisseau d'Ashtar, entre guillemets, sous le commandement d'Ashtar, pour apprendre c'était quoi des crânes de cristal, des esprits cristallins, et surtout toute la mécanique qu'il y avait derrière. Au bout d'1 an d'entraînement, et surtout de vidéos en disant, voyez les humains, comment ils réagissent, ils sont basés que sur la peur, que sur ceci, que sur cela, alors tu vois, il faut quand même que tu prennes le milieu quand même, de savoir à quoi tu vas avoir affaire. Hein, d'accord? Et donc ils ont été chercher, on va dire, une entité qui, bien sûr, entre guillemets, avait un lien karmique avec l'humanité. Et ce monsieur avait effectivement un lien karmique avec un Atlara du temps de l'Atlantide et qui a malheureusement, bien sûr, agi dans le sens de la destruction, malheureusement, de cette planète, enfin de ces continents. Bon, il s'est tapé 4 ou 5 siècles de tôle, histoire de se retaper et de se rédempter.
Et bien sûr, ça a fait qu'il était toujours en contact avec cet Atlara. Donc cet Atlara, un jour, je l'ai découvert en février de l'an 1. Après, on m'a dit, Laurent, tu dérailles complètement, tu es devenu complètement barjot. Là, tu es complètement aux ordres de l'autre, etc., etc. Bon, comme dirait l'autre, il y a des fois, il faut savoir plier, hein, comme un roseau. Tu plies, mais tu sais que ce qu'il dit, c'est pas faux. Et le résultat, ça a fait que, 3 mois plus tard, il y a un autre chef qui est venu, qui l'a remplacé, pour Corinne. Parce que lui, c'était un bidas, il était là pour recruter, donc il a eu du pot, mais il est tombé sur nous, lui. Mais il est tombé sur des tas d'autres gens aussi, hein, des tas d'autres gens qui avaient tous des crades, etc. Le seul truc, c'est qu'ils sont tous fait embarquer par leur ego, globalement. Et pourquoi? Parce que c'était tous des gens, majoritairement, qui étaient là. C'est-à-dire que ce sont des gens qui avaient généralement tourné leur veste, et qui jouaient avec leur crâne de cristal, et qui savaient intimement qu'il y avait un pouvoir. Ils se sont fait avoir par leur petit ego. Cependant, il y a un petit groupe qui, entre guillemets, quand j'ai un petit groupe, on était avec moi et Corinne, donc ça vraiment, et puis il y a Brigitte qui était aussi un peu à côté, puis voilà, c'est tout. Et on se dit, mais il n'y avait que là. Oui, seul, contre tous. Et vous voyez ce que ça donne aujourd'hui, 3 ans plus tard, où sont les autres? Disparus complètement de la circulation. Et où on en est là? Donc ce qui veut dire que parmi les gens qui ont reconnecté aujourd'hui, grâce à cet équinoxe, eh bien, sont en fait des Atlaras qui n'avaient pas été, on va dire, branchés du temps de Monsieur II, majoritairement, on va dire, et qui nous découvrent simplement maintenant. Et qui se disent, tiens, ce gars-là, il raconte des choses intéressantes, il a l'air de savoir de quoi il cause, les choses sont claires, c'est plus limpide, il y a des trucs, il y a quand même quelque chose. Et bien sûr, c'est du baratin, tant que vous ne l'avez pas expérimenté. Mais là, au dernier équinoxe, il y en a un certain nombre qui l'ont expérimenté. Et donc là, maintenant, ils disent, notre plombier, là, avec ses salopettes à la Coluche, il ne raconte pas de la daube. Parce que j'ai bien vécu des choses et j'ai bien vu des choses. Donc là, ça change. Donc aujourd'hui, et ça fera partie de la prochaine vidéo, je vous décrirai un tout petit peu plus en détail pourquoi cet équinoxe a été exceptionnel. Parce que même moi, il m'a fallu quand même là, une bonne semaine pour arriver à comprendre. Parce que là, je me suis dit, il y a un truc. Il y a un truc qu'on ne nous a pas dit. Et bon, vous savez, on appelle le petit futé, du côté de l'invisible, parce qu'on me donne 3 éléments et je te retrouve quasiment tout, donc voilà. Mais des fois, il faut un peu de temps quand même. C'est pour instantané, je suis pas assez intelligent pour ça, mais ce que je veux dire, arrive à un moment, ça mouline, et ça fait... Mais quand je dis ça mouline, c'est pas moi qui réfléchis, parce que ça, je sais pas faire. Mais clac, 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 les choses se mettent en place. Et dans ce que je vous avais indiqué l'autre fois, vous savez, la double boucle temporelle, le samedi soir, on va dire le dimanche, et le vendredi. Ça a été le début du commencement de dire, attends, là, on a un truc, là. Parce que Terre-Mère, ici, a fait un cadeau pour qu'on en bénéficie lors de ce truc-là. Pour que Terre-Mère fasse un cadeau. C'est pas juste pour faire plaisir. Non. Car ce qu'il faut savoir, que quand on est en travail, on œuvre avec l'invisible, chaque fois qu'on te fait un don, un cadeau, dis-toi bien que c'est fait pour servir et que c'est pas juste pour faire beau. Donc, le truc, c'est, quand on connaît comment ça fonctionne, je me suis dit, attends, la Terre-Mère, elle nous a fait un sacré cadeau. Ça veut dire qu'il y a un truc. Que ça a servi à quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Et donc, j'ai eu quelques
quelques autres infos qui me sont arrivées via les petites discussions qu'on a avec l'invisible. Tu vois, un petit détail de rien, des petits trucs, vous savez, de rien du tout. Puis là, tilt. Mais putain, oui, c'est vrai. Mais on l'est tellement là qu'on ne le voyait pas. Et vous allez dire, je suis un salaud. Ça sera pour la prochaine vidéo. Hein, parce que, sincèrement, là, je ne sais pas combien de temps ça fait que je parle, mais vous inquiétez pas, vous n'aurez pas attendu une semaine ou 15 jours, parce que on va peut-être la faire dans la foulée si on se sent là de le faire. Mais, grosso modo, si je vous en parle là ce soir et j'ai décidé de vous faire un historique comme ça, c'est que le morceau que je vais vous lâcher, il fallait mettre un petit peu quand même comment dire, d'éléments pour que vous compreniez la grosseur du morceau que je vais vous lâcher. Parce que là, franchement, il est gros. Il est très 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 gros, mais quand on regarde bien, on se dit, mais putain que c'est logique, et ça ne pouvait pas tomber dans 6 mois ou dans 1 an. C'était obligatoirement à cet équinoxe, et pas un autre. Alors j'ai la demoiselle derrière qui sourit parce qu'elle ne sait absolument pas de quoi je parle. Hein, et donc je peux vous dire que c'est la première à vouloir savoir quel est le morceau. Et c'est ça que je trouve génial, c'est que on est tellement, nous, êtres humains ou entiens, loin d'être des innocents, on va dire, d'être ouverts à tout. Et surtout, on est bourré de programmes qui fait que vaut mieux pas qu'on sache, parce que si on vous dit ce qui va arriver, alors là, vous allez flipper 3 fois, parce que la moindre chose, la moindre réaction qu'a l'humain, qu'il soit marcheur ou pas, c'est la peur. Donc, s'il y arrive quelque chose qui sort de la norme, ça y est, c'est grave. Et c'est forcément négatif. Donc, comme nos copains de l'invisible commencent à connaître quand même l'humain, le préhumain, et puis moi aussi, hein, on commence à se connaître, c'est pour ça que souvent quand ils disent vous avez des questions, non. Parce que, en fait, vaut mieux pas savoir, de telle manière que quand se présente l'événement, eh ben, on est comme le gamin qui ne sait rien de ce qui va se passer, il ne sait même pas, c'est la fin du monde, un nouveau monde, il ne sait rien du tout, il est. On lui dit tu fais ça, il suit la consigne, il fait le taf, puis après il réalise. Moi j'ai fait ça. Ouais. Ben, c'était pas dur. Parce que tout simplement, parce qu'il ne savait pas que c'était impossible, il l'a fait. Et donc c'est pour ça que, bien que je sache qu'est-ce qui vous attend au prochain équinoxe, au prochain solstice, ben, je ne vous dirai pas. Parce que sinon, eh ben, vous allez vous monter le chou et qui fera que le jour J, ben, vous ne serez pas à la hauteur. Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Je ne vais pas vous en dire plus là. Hein. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Et j'espère que vous avez maintenant un meilleur tableau de ce qui se passe. Hein. Et j'ai oublié de vous dire un petit truc, ben, j'y pense. La seule différence qu'il y avait entre l'Atlantide et ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, la fin de l'expérience involutive est terminée. Et donc, quand nous avons commencé à parler du cordon d'Héléa, puisque le cordon d'Héléa, on va dire, si on va vraiment dire quand il est né, ça a été en fait, si ma mémoire est bonne, ça doit être le 20 novembre de l'an 1, mais c'était absolument un fil d'araignée, qu'il a fallu renforcer le 21-12. Et suite à ça, Terre-Mère a regardé et s'est dit ouais bon, je m'attendais à un câble gros comme un immeuble, on me donne un fil à coudre. Bon, mais bon, voyons, attendons, voyons la suite. Et je peux vous dire qu'on l'a échappé belle. Parce que faut pas regarder moi ou Corinne, on s'en fout, c'est pas là. C'est par rapport à l'humanité entière.
si en France il ne s'était pas passé ce petit truc de rien du tout, eh bien nous serions dans un autre scénario qui est celui vers lequel se barre, entre guillemets, l'humanité, qui est celle de l'autodestruction. Il ne faut pas rêver. Hein. Donc, au niveau de la planète, aujourd'hui, on va dire si je fais 100%, ben vous allez avoir, je ne vais pas dire 90, 95% de la population qui va direction les couveuses, redressement, réhabilitation, les remettre dans les lois de l'un, selon bien sûr leur fréquence. Les fameuses 10 planètes. Alors ces fameuses 10 planètes, ben, c'est forcément des mondes unifiés. C'est quand même pas mal déjà. Parce que ça sera de la 3D unifiée, c'est-à-dire une 3D qui fonctionne selon les lois de l'un. Donc là, c'est quand même déjà vachement mieux, parce que nous sommes dans une 3D qui ne fonctionne absolument pas comme les lois de l'un. Donc ça sera beaucoup plus facile pour progresser et redécouvrir c'est quoi les lois de l'un. Et puis, vous avez le reste ici, qui est, on va dire, une bretelle de sortie qui va, en fait, rester sur Terre-Mère. Eh ben, je vous le donne en mille. C'est tout simplement, on le verra, en relation avec le cordon des liens. C'est-à-dire que toutes les personnes qui seront capables de se reconnecter, bon, d'abord, on va dire ascensionner. Parce que ici, toute cette période, ici, avant qu'on arrive à la 5D, 5D, 6D, on va avoir une période de 4D. Parce que là, on est en 3D. Donc, ça veut dire que cette 3D, 4D, nous allons continuer à la connaître, mais avec une version 4D quand même. C'est-à-dire, on remet le féminin à l'honneur, pour qu'il revienne à équilibrage avec le masculin. Parce que ici, vous aviez 90-95% de masculin. Et donc, tout ce qui est masculin, ben, il va falloir que ça aille découvrir du féminin. Mais pas ici. Parce que ici, ça, c'est Terre-Mère. Et Terre-Mère, elle a, on va dire, une fonction à tenir. Elle a quelque chose à faire. Ceux-là, ben, ils vont aller. Et puis, ben, un jour, parce que ce sont des œuvres entières, hein, un jour, ben, ils reviendront ici. Dans combien de temps? Ça, on s'en fout. On s'en fout. Mais quand ils reviendront ici, on sera sur une planète Terre-Mère, on va dire 5D, 6D, unifiée. Et donc cette zone de 4D dans laquelle nous sommes barrés actuellement, c'est une zone, on va dire, de réunification. C'est-à-dire on retourne vers les lois de l'un. Hein, j'espère que vous comprenez ça. Et donc tous ceux qui n'ont pas l'intention d'aller retourner vers les lois de l'un, ils iront faire un petit stage de remise en forme à leur vitesse, mais dans des mondes unifiés. Donc ça sera quand même beaucoup plus rapide. Voilà. Hein, donc c'est une expérimentation. On a vu que le temps, en fait, n'existe pas véritablement. Hein, rappelez-vous la vidéo précédente. Donc comme ici, ça prenne 1 million d'années pour quelqu'un, on s'en fout. Ça ne veut absolument rien dire. Car il y a une autre chose qu'une vidéo que j'aurais dû faire déjà l'année dernière et que je n'ai pas fait, et qui vous empêche en fait, qui ne vous permet pas pour l'instant de tout comprendre par rapport au niveau du temps. Bon, ce que je vous ai expliqué la dernière fois, c'est sympa. Hein, c'est sympa ce que je vous ai expliqué la dernière fois, mais comme je vous avais dit, c'était pour les débutants. Donc il y a des stages un tout petit peu plus avancés, parce que si je vous disais véritablement comment ça fonctionne, vous auriez un peu mal à la tête. Hein. D'accord? Donc je réserve ces cours pour, on va dire, un avenir relativement assez proche, parce que je sais que ceux qui m'écoutent aujourd'hui sont les gens qui sont là. Donc il n'y a pas de problème. Ils sont assez ouverts pour comprendre ce qui se passe et comment ça joue. Et de voir qu'en fait, ces notions temporelles de milliers d'années ou millions d'années, ça ne veut rien dire. Mais pour l'instant, c'est vrai que pour une version 3D, ça peut foutre dire vous ce que c'est. Je vous rappelle que vous êtes des extraterrestres venant faire une expérience sur planète Terre.
Mais avant d'être sur la Terre, vous étiez sur d'autres planètes. Alors ne dites-vous pas, ouais mais c'est ma Terre, c'est mon truc, c'est à moi et je vais être là. Ça c'est vraiment du truc de gamin à la con. Hein, donc oubliez ça. Nous sommes de passage, comme dans ce corps. On est de passage sur la planète. Disons qu'elle est importante aujourd'hui par rapport à l'expérimentation que nous avons à y mener. Voilà. Bien, allez, je vous laisse là-dessus et je vous dis donc à la prochaine vidéo. Merci.